Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler du western classique américain. Alors c'était un genre qui était très populaire dans l'entre-deux-guerres, même à l'époque du muet, et qui ont produisé ces films un peu à la chaîne. Il y avait même les fameux serials qui étaient des petits films de 40 minutes qui avaient beaucoup de succès, avec des acteurs comme Tom Mix qui furent de véritables stars du muet. Mais même après, à l'époque du parlant, ce genre va rester très populaire avec des acteurs comme Gene Autry ou Roy Rogers qui vont être extrêmement célèbres aux États-Unis, pas en Europe. Alors c'est un peu John Ford qui va sortir ce genre de la fange de la série B pour porter le western vers son âge d'or avec La Chevauchée Fantastique, sorti en 1939, qui est une sorte de huis clos psychologique dans une diligence qui se passe dans les fabuleux décors de Monument Valley, en plus avec des Indiens qui vont attaquer la diligence, ce qui est un grand classique du western classique, et qui va relancer un certain John Wayne qui avait été plombé par l'échec de La Piste des Géants, un film de Raoul Walsh en 1930. Alors, moi j'ai été un peu biberonné au western classique, puisque je suis né dans les années 60, et la télévision publique dans les années 70 et 80 passait énormément de western. Je renvoie à l'émission d'Eddie Mitchell de la dernière séance. Alors pourquoi ce genre était très populaire à la télévision? Parce que, je crois que c'était des films qui dataient des années 30, 40, 50, 60, et donc qui étaient anciens, qui avaient déjà été amortis et qui coûtaient peu cher à diffuser. Et deuxièmement, quand même, c'était des films qui étaient très moraux, c'est-à-dire que le western classique, en fait, c'est le règne de la loi qui va s'imposer à la non-loi, et d'une certaine manière, c'est toujours la morale, la bonne morale qui gagne, et la justice triomphe toujours, en fait, de la sauvagerie et de la non-loi. Et donc c'est pour ça que c'était très pratique pour le législateur qui programmait, puisque c'était la télévision publique, qui programmait en fait ce type de film, qui était en fait très conforme aux bonnes mœurs et au bon fonctionnement de la société. Alors, je vais évoquer quelques westerns qui m'ont marqué. Alors évidemment, certains seront déçus de ne pas trouver certains westerns qui leur sont chers. Alors le premier, c'est Shane, 1953, en français L'Homme des Vallées Perdues, de George Stevens. Alors c'est un western qui m'avait beaucoup plu enfant et qui a eu un énorme succès aux États-Unis à l'époque. Alors les acteurs sont Alan Ladd, Van Heflin, Jean Arthur et Jack Palance, et il y a aussi le petit Brandon de Wilde. Alors la particularité de ce western, c'est que premièrement il est tourné en décor naturel, ce qui était très rare à l'époque. C'est un peu une ode à la nature, si je puis dire, hein. Et puis il y a aussi le fait que on peut voir ce film au travers des yeux d'un enfant, puisque le point de vue adopté est le point de vue du petit Jack, qui est joué par Brandon de Wilde et qui est totalement admiratif devant ce cow-boy solitaire qui sort de nulle part et qui est joué par Alan Ladd et qui va aider un couple de fermiers qui font partie d'une communauté de petits fermiers contre un gros propriétaire terrien qui en fait a engagé des mauvais garçons pour chasser les petits fermiers. Et un des bad guys iconiques, c'est Jack Palance, qui va jouer de manière alors très convaincante un tueur qui va affronter évidemment dans la scène finale Alan Ladd, et qui va tellement impressionner l'opinion publique de l'époque que par exemple un certain Maurice, qui est à l'origine de Lucky Luke, de la bande dessinée Lucky Luke, reprendra la figure de Jack Palance dans son Lucky Luke contre Fil de Fer. Alors c'est un film qui est le film préféré de Woody Allen d'ailleurs, et il a marqué énormément de personnes lorsqu'il est sorti. Alors malheureusement, le petit Jack qui joue dans ce film et qui est interprété par Brandon de Wilde mourra dans un accident de voiture en 1970, et donc c'est pour ça que Brandon de Wilde a été totalement oublié, comme un petit peu Alan Ladd en fait, qui est le héros de ce film et qui va décéder 10 ans plus tard d'un cocktail de médicaments et d'alcool, mais à une époque où l'acteur était dépressif.
Donc ce film n'a pas vraiment porté chance aux deux acteurs à la limite principaux du film. Par contre, Jack Palance, qui joue le méchant, il est mort très très vieux. Je rappelle que Jack Palance jouera 10 ans plus tard dans le film de Mépris de Jean-Luc Godard, qui est alors à l'opposé de son rôle dans Shane de George Stevens. Alors on va continuer avec deux films sortis un an plus tard, en 1954. La rivière sans retour d'Otto Preminger, avec deux géants d'Hollywood, Marilyn Monroe et Robert Mitchum. Alors c'est le seul western de Preminger, et la particularité évidemment c'est le duo Mitchum-Monroe. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce film parce qu'il est tourné dans les décors naturels d'un parc canadien et que les images sont magnifiques. Et qu'en plus on a évidemment Marilyn Monroe qui affronte le très viril Robert Mitchum. Donc Rivière sans retour. Et puis un autre film qui est sorti la même année, un film de Robert Aldrich, Bronco Apache, avec Burt Lancaster. Alors la même année, ce qui est curieux, c'est que Robert Aldrich sortira un autre film, un autre western avec Burt Lancaster, Veracruz, avec Gary Cooper. Mais bon, entre Bronco Apache et Veracruz, j'ai choisi Bronco Apache, parce que c'est Robert Aldrich, qui est un jeune cinéaste, c'est seulement son 3e film, va un peu changer le paradigme du western classique, puisque il va mettre à l'honneur un Indien, joué par Burt Lancaster, qui interprète le rôle de Maasai, qui joue le rôle d'un Indien un petit peu indomptable, qui lutte férocement contre la domination inique des Blancs. Donc Bronco Apache renverse un petit peu le stéréotype du mauvais Indien, puisque là le héros du film est joué par un Indien. Donc Bronco Apache de Robert Aldrich, qui, je le rappelle, la même année a sorti Veracruz. On passe à 1956 avec La prisonnière du désert de John Ford, avec John Wayne. Je rappelle que John Ford avait dirigé aussi le même John Wayne dans la Chevauchée fantastique en 1939, 17 ans auparavant. Et ce film, La prisonnière du désert, est considéré comme l'American Film Institute comme le meilleur western de tous les temps. Alors moi j'ai beaucoup de tendresse envers ce western, qui est un de mes préférés, parce que d'une certaine manière c'est un film sur l'identité, puisque je rappelle le synopsis du film. On a un couple de fermiers qui est en fait qui est tué en fait par des Indiens, et les Indiens vont enlever la fillette de ce couple, qui est la nièce de John Wayne. Et donc toute l'histoire du film en fait c'est la recherche de cette fillette par son oncle, qui est interprété par John Wayne, avec un acolyte joué par le jeune Jeffrey Hunter. Et donc c'est un film aussi un petit peu sur la quête d'identité, et qui réhabilite aussi la civilisation indienne. Autant John Ford dans La Chevauchée fantastique dépeignait les Indiens sous des aspects menaçants, autant dans ses derniers films, ou en tout cas à la fin de sa vie, il va montrer plutôt une civilisation indienne noble et digne. Et donc c'est un western plein d'émotions, très touchant, avec la magnifique Nathalie Wood. Et il y a aussi des paysages extraordinaires, et évidemment toujours les montagnes de monuments de vallée. Donc The Searchers, La prisonnière du désert, de John Ford. 3 ans plus tard, on va retrouver John Wayne, mais là dirigé par Howard Hawks, dans un film culte, Rio Bravo, avec Dean Martin, Ricky Nelson et Walter Brennan. Alors ce western a influencé énormément de cinéastes, et notamment John Carpenter, qui dans les années 70 va faire un remake moderne de Rio Bravo, mais qui va se passer à Los Angeles. Et là, c'est plus un shérif qui va être attaqué, mais un commissariat, par des racailles. Alors Rio Bravo, on est dans l'histoire typique du western américain, avec un shérif qui incarne la loi, qui va arrêter le frère d'un gros propriétaire terrien, et évidemment, le gros propriétaire terrien va vouloir imposer sa loi et faire libérer son frère, et John Wayne, tout seul avec 3 adjoints, va résister en fait à l'armée du riche magnat. Alors on a évidemment Dean Martin qui joue le rôle du shérif alcoolique, Ricky Nelson,
du jeune premier. Le film vaut le coup par un duo chantant entre Ricky Nelson qui joue de la guitare et Dean Martin qui chante. Je rappelle que Ricky Nelson était un chanteur très connu à l'époque, hein, c'était un spécialiste du country. Et puis il y a aussi le sympathique shérif Bougon joué par Walter Brennan. Donc Rio Bravo qui est de Howard Hawks, bon, qui est un film culte du western classique américain. La même année va sortir un film dans le même registre, Le Dernier Train de Gun Hill, de John Sturges, grand réalisateur de western, avec Kirk Douglas et Anthony Quinn. Il est dans le même registre que Rio Bravo parce que c'est l'histoire d'un shérif, Kirk Douglas, qui va aller arrêter l'assassin de sa femme, qui est joué par Earl Holliman, et qui est le fils, cet assassin, qui est le fils d'un de ses meilleurs amis, joué par Anthony Quinn, qui est lui aussi dans le film un gros propriétaire terrien. Donc on va avoir, comme dans Rio Bravo, l'affrontement entre Kirk Douglas et Anthony Quinn, entre le shérif qui incarne la loi et le gros propriétaire terrien, ambitieux, cupide, qui pense que le monde est à ses pieds. Donc Le Dernier Train de Gun Hill répond un petit peu à Rio Bravo, mais ici, dans Gun Hill, Kirk Douglas est vraiment très esseulé, il est tout seul. C'est un peu le même thème que Le Train sifflera 3 fois avec Gary Cooper de Fred Zinman, que je n'ai pas cité par ailleurs, mais parce que bon, c'est pas un western que j'aime beaucoup en fait. Alors un autre film de John Sturges, un an plus tard, qui va marquer l'histoire du western, c'est évidemment Les 7 mercenaires, qui vaut par une distribution un petit peu extraordinaire. Yul Brynner, évidemment, qui va s'opposer au méchant Eli Wallach, le grandiose Tuco dans Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone, mais je ne parlerai pas de Sergio Leone parce qu'il ne fait pas partie du western classique américain. Et Yul Brynner va aller embaucher 6 autres mercenaires, Steve McQueen, James Coburn, Charles Bronson, Horst Buchholz, Robert Vogt et Brad Dexter. Et donc John Sturges a eu un petit peu le nez creux parce qu'il va engager en fait des futurs grands acteurs comme Steve McQueen ou James Coburn, mais aussi Charles Bronson. Et le film vaut évidemment pour cette distribution remarquable. Mais on a quand même la fameuse mélodie d'Elmer Bernstein qui va rester un petit peu dans toutes les mémoires. Et ce film, c'est un peu un film sur la rédemption, puisque ces mercenaires qui sont mus par l'argent, par la cupidité, qui vont aller défendre des petits paysans contre une bande de brigands, vont progressivement s'attacher à ces paysans et vont d'une certaine manière se sacrifier pour sauver ces petites gens. À noter qu'il y a eu un remake des 7 mercenaires avec Denzel Washington, d'Antoine Fuqua, il me semble, il n'y a pas longtemps, qui est pas mal aussi. Hein. Donc les 7 mercenaires, qui évidemment est un film qui est resté un petit peu dans l'histoire du western. Alors 2 films que j'ai bien aimés dans les années 60, sur le thème de la vengeance. Alors c'est La vengeance aux 2 visages, un film de Marlon Brando, le seul western de Marlon Brando, il me semble le seul film qu'a réalisé Brando. C'est un film qui aurait dû être réalisé par Stanley Kubrick, mais Kubrick s'est barré pour aller réaliser Lolita et Spartacus, il me semble. Et donc Marlon Brando, qui était acteur, est devenu aussi cinéaste, acteur. C'est un film sur la vengeance. C'est un film un peu curieux parce que Brando a fait d'autres westerns, mais c'est vrai que je préférais en fait Brando dans des films non western, mais quand même ce film, moi, m'a séduit parce que Brando a une aura quand même extraordinaire. Et puis il y a le méchant Karl Marden qu'on va retrouver en 1966 dans un film que j'aime beaucoup, Nevada Smith, d'Henry Hathaway, un grand réalisateur aussi de western et de films noirs. Je pense au Carrefour de la mort avec Victor Mature et Richard Widmark. Avec Steve McQueen, qui, je le rappelle, a joué dans Les 7 mercenaires en 1960. Mais là, c'est le héros principal, dont Steve McQueen a pris du galon.
Et là encore, le point commun entre les deux films, alors c'est un film de vengeance, les deux, et le méchant, un des méchants, c'est Karl Malden. Sacré Karl, qu'on retrouvera après dans les rues de San Francisco, une série avec Michael Douglas. Alors moi j'ai beaucoup aimé le film de Nevada Smith, puisque en fait Steve McQueen joue le rôle d'un fils métis, mi-indien, mi-blanc, à qui on a tué en fait ses parents. C'est trois crapules qui ont tué ses parents, joués par Karl Malden. Donc il y a aussi Arthur Kennedy et Martin Landau, qui sera un des héros récurrents de Mission Impossible. Et donc tout le film est une quête vers cette vengeance que va exercer implacablement Steve McQueen. Donc Nevada Smith d'Henry Hathaway. Alors je vais finir, parce qu'autrement ça serait trop long, alors je vais finir par deux westerns qui m'ont beaucoup plu. 100 $ pour un shérif d'Henry Hathaway, réalisé en 1969 avec John Wayne. Alors John Wayne joue ici le rôle du shérif Wester Cockburn, le shérif borgne, un vieux shérif bougon et alcoolique qui vit avec un serviteur chinois et un chat. Et ce vieux shérif bougon va être embauché par une jeune donzelle, interprétée par Kim Darby, qui embauche en fait ce shérif pour retrouver l'assassin de son père. Et l'assassin de son père est joué par Robert Duvall. Moi j'ai beaucoup aimé ce western, ou en tout cas j'ai beaucoup aimé John Wayne dans ce rôle de Ruster Cockburn. Et d'ailleurs, John Wayne sera récompensé par l'Oscar du meilleur acteur, seul Oscar que John Wayne a eu dans sa carrière. C'est quand même extraordinaire. Il a fallu attendre quasiment près de 50 ans pour voir John Wayne récompensé. Il y aura une suite en fait à 100 $ pour un shérif, c'est une Bible et un fusil en 1975 de Stuart Millar. Western aussi que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est tourné dans les magnifiques paysages de l'Oregon. Donc là ici le western vaut pour le duo extraordinaire entre d'un côté Kim Darby qui s'oppose au vieux bougon John Wayne. Et puis je vais terminer par Le Dernier des Géants de Don Siegel, tourné en 1976, toujours avec John Wayne. Alors vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de westerns avec John Wayne, mais il faut dire que John Wayne incarnait la quintessence du western classique américain. John Wayne, je l'ai tellement vu dans des films dans les années 70 qu'il faisait partie de la famille. Hein. Et là, dans ce dernier film de John Wayne, qui joue Le Dernier des Géants, ce film est un peu extraordinaire parce que il incarne un peu la fin du western classique américain et la fin de John Wayne, puisque John Wayne mourra peu après. D'une certaine manière, ce film, c'est aussi John Wayne joue son propre rôle, puisque dans le film, le héros joué par John Wayne, qui est un cow-boy pistolero, qui est sur le déclin et à la fin de sa vie, qui est atteint d'un cancer diagnostiqué par un médecin joué par James Stewart. John Wayne va d'une certaine manière jouer la dernière scène de sa vie et va affronter des concurrents qui veulent se le faire, parce qu'il est très célèbre. Et c'est un western très émouvant parce qu'il y a trois immenses acteurs d'Hollywood de la grande époque, John Wayne évidemment, mais Lauren Bacall et aussi James Stewart, et que d'une certaine manière, c'est le film qui annonce la fin du western classique américain. Et donc j'ai trouvé que c'était un film extrêmement poignant parce que d'une certaine manière le film coïncidait avec l'histoire de John Wayne. Voilà, je vous remercie, à bientôt.